Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On est ravis de pouvoir vous présenter justement l'espace numérique éducatif par Worldline et d'avoir des experts de Worldline autour de la table et la présence de la région Île-de-France avec Pascal Corollaire. Vos intervenants aujourd'hui donc seront Thierry Mazin qui est directeur de projet espace numérique éducatif. À gauche, Christelle Casier qui est product manager de l'espace numérique éducatif. On a également la chance d'avoir Loïc Frering, directeur de la stratégie de Worldline MTS et des services de confiance. Et comme je vous l'ai dit, Pascal Corollaire, qui est DSI adjoint à la région Île-de-France et qui pourra nous faire un retour d'expérience sur monlycée.net. Donc aujourd'hui, on a la volonté de vous présenter Worldline comme un nouvel acteur éducatif et comment on voit et on envisage justement de travailler dans le monde éducatif. On vous présentera bien sûr l'ENE, l'espace numérique éducatif, avec des illustrations pour vous donner justement un peu plus de matière et vous pourriez vous projeter dans monlycée.net. On aura une intervention bien sûr de Pascal Corollaire avec un échange sur son retour d'expérience et bien sûr pour répondre à la thématique de l'intelligence artificielle, les intelligences qui est le thème du salon, on aura du coup une vision de Worldline dans l'IA et notamment des use cases dans la place des services numériques. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on aura un temps d'échange pour y répondre. Donc Worldline, nouvel acteur éducatif. Vous connaissez tous Worldline, je pense, dans sa sphère du paiement. En fait, la business unit à laquelle nous appartenons a capitalisé justement sur les compétences dans le paiement pour proposer une solution digitale pour les instances publiques, que ce soit les régions, que ce soit les ministères ou les départements. Et donc, on propose un service justement pour accompagner nos clients dans la gestion de forte volumétrie, gestion de pics d'activité, également dans l'accompagnement de sujets critiques, projets critiques. On sait qu'aujourd'hui, les ministères ou les régions proposent des services aux citoyens qui peuvent être très critiques et c'est en ce sens que Worldline se porte garant. Donc vous avez compris, notre mission, c'est clairement de les accompagner dans leur transition digitale numérique en ayant la volonté de garantir la confiance, la sécurité, la souveraineté de la donnée, qui est très important aujourd'hui, et bien sûr l'expérience de Worldline sur l'innovation et sa compétence. Je parlais de l'éducation comme nouvel acteur Worldline. En soi, c'est pas vraiment un nouvel acteur. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans l'éducation. On a commencé avec le projet School de chez Unoway. On a développé une brique de sauvegarde à distance qu'on a intégrée justement dans les tablettes de Unoway School. Ensuite, vous connaissez sûrement, on a accompagné Renater et donc le ministère de l'Éducation nationale pendant plus de 8 ans dans la création et le développement du projet GARE, gestion d'accès aux ressources. Et enfin, on a capitalisé sur un asset qui est aussi très important chez Worldline, qui est la messagerie. Donc on a développé une messagerie pour Orange, SFR et La Poste depuis de nombreuses années pour proposer justement, et on s'est reposé sur cette messagerie, pour proposer une suite collaborative à destination des lycéens en région Île-de-France. On accompagne plus de 500 000 lycéens quotidiennement et c'est notamment ce qu'on va présenter aujourd'hui. Je laisse la parole maintenant à Loïc. Merci. Je vous propose du coup de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de parler d'IA et notamment IA générative. Je vais rien vous apprendre en vous disant qu'effectivement c'est un tournant technologique majeur dans l'écosystème, des fortes disruptions à venir. Des ruptures d'usage, une adoption massive aujourd'hui avec des services grand public fortement utilisés par toute la population, en passant évidemment par tous les étudiants. Et donc effectivement des changements qui vont s'opérer. On commence à parler de web agentique, on commence à voir aussi des usages qui vont évoluer depuis une application web qui est aujourd'hui au cœur des interactions numériques, de plus en plus des applications web qui vont s'intégrer dans les agents conversationnels via des widgets, donc des évolutions d'usage à venir qu'il va falloir suivre, qu'il va falloir anticiper et accompagner, parce qu'évidemment, tout ça, c'est très excitant. Il va falloir dépasser le gadget et viser l'impact réel, mais c'est aussi parfois anxiogène, et donc porteur de tout un ensemble de challenges qu'on se propose de relever ici et d'accompagner de la meilleure façon possible. Donc nos convictions sur l'IA générative, c'est qu'effectivement, c'est un puissant levier de progrès, vous le savez, mais porteur de défis, des défis sur de multiples facteurs, l'impact métier, l'impact fonctionnel qu'on va vouloir donner avec cette IA générative. Donc il y a des utilisations massives, on l'a dit, mais évidemment pas
pas forcément contrôlées, pas forcément tout le temps heureuses. Dans des contextes donnés, comme celui de l'éducation, il va falloir réussir à cadrer ça correctement, accompagner ça correctement pour éviter toutes les problématiques qui vont être associées et très spécifiques à l'IA générative. Donc on a beaucoup d'expérience sur la sécurité informatique, numérique par le passé. Il y a tout un ensemble de challenges qui arrivent maintenant avec l'IA, que ce soit la gestion des biais, la gestion de l'explicabilité d'une réponse, la gestion effectivement de tout un ensemble de contraintes de sécurité, l'injection, de prompt injection, d'empoisonnement de mémoire, etc., qu'il faut adresser de façon cohérente pour éviter d'avoir des IA qui vont partir dans tous les sens, donner des réponses qui peuvent être farfelues, ou voire des réponses qui peuvent être problématiques. Donc que ce soit l'impact métier, la souveraineté sur un contrôle de bout en bout des données, de la confidentialité, dans un enjeu aussi français-européen, la responsabilité sur l'implémentation, l'empreinte carbone qu'on va mettre en place, le choix des modèles en fonction des besoins, de la performance qu'on va chercher, des enjeux d'éthique, de conformité européens, français, légaux et la sécurité. Voilà, tous ces challenges-là, il va falloir les adresser pour avoir un déploiement de l'IA qui est maîtrisé de bout en bout. Et je laisse la parole à Thierry. Bonjour, donc je vais vous parler maintenant de l'espace numérique éducatif. Alors les atouts déjà de l'ENE, ils reposent fondamentalement sur les atouts de Worldline qui ont été définis avant, à savoir on met la sécurité au premier plan. La sécurité, ça commence déjà dans le design des solutions, ensuite dans leur construction, dans la manière dont on opère les services et bien sûr dans la mentalité de tous les collaborateurs. La souveraineté, c'est un élément aussi essentiel. On est une entreprise avec des collaborateurs qui travaillent en France. On opère nos services en France, dans des data centers en France, et donc les données sont restées protégées en France. Nos services sont opérés sur les plateformes qualifiées Secnum Cloud. Donc là, on respecte les préconisations de l'ANSSI, qui est l'acteur qui fait foi en la matière. En termes d'évolutivité, on va opérer des services critiques, on va opérer des gros volumes. Nos clients doivent être rassurés sur le fait qu'on va pouvoir les accompagner à la fois sur une évolutivité fonctionnelle du service, parce qu'on maîtrise nos solutions, et à la fois sur une évolution des usages, des volumes d'activité, parce qu'on va toujours construire des services qui sont scalables par défaut et du coup qui vont pouvoir adresser de très grands volumes sans aucune inquiétude. Le multi-écran, c'est aussi un élément important, alors notamment dans un contexte éducatif où l'étudiant va surtout utiliser le mobile. Donc là-dessus, on s'appuie bien sûr sur des expertises de longue date en la matière, avec de l'expertise tant sur l'ergonomie que l'accessibilité, et ensuite sur le design et jusqu'au développement sur les différentes plateformes, qu'il s'agisse de web responsive design ou de développement application mobile. Et enfin, l'IA, donc Loïc en a parlé un peu tout à l'heure, je ne le dévoile pas plus, vous allez voir tout à l'heure, on va présenter des cas d'usage très concrets et la manière dont on appréhende désormais l'IA dans les services numériques et dans notre ENE. Alors maintenant, l'ENE, très concrètement, c'est un produit qui se veut centré sur l'utilisateur, sur ses usages. L'idée, c'est pas de développer une galaxie de produits en se disant l'utilisateur, il va bien y trouver son compte. L'idée, c'est de proposer les services qui conviennent le mieux et qui apportent le plus de valeur ajoutée aux usagers. Donc on est vraiment sur un centrage sur l'utilisateur, alors symbolisé ici par un établissement scolaire. Et donc quand on parle de l'utilisateur, on parle des différents profils. On va parler bien sûr de l'élève, mais aussi de ses parents, l'enseignant. On va parler aussi des personnels administratifs dans les établissements et aussi les administrateurs dans les collectivités territoriales. Alors, cet ENE, il est constitué de services qu'on va appeler des services cœur, une messagerie et un agenda qui sont des services opérés par Worldline, comme on l'a dit, depuis 25 ans, c'est vraiment notre expertise. On va proposer aussi un espace documentaire de type Drive qui est fourni par notre partenaire Levia et qui va permettre à chaque utilisateur de disposer d'un Drive avec toutes les fonctions qui vont bien, d'édition collaborative et de partage. Et bien sûr, on va retrouver aussi un outil d'administration globale du système pour administrer le système, les droits, les utilisateurs, etc.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les services cœurs. Autour de ça, on va avoir un ensemble de services plus orientés métier, donc des services pédagogiques, avec bien sûr voilà, le médiacentre pour l'accès aux ressources du Gard, mais pas que. On va retrouver des services de vie scolaire, un certain nombre d'outils dont voilà, l'IA qu'on dévoilera très clairement tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'outils à destination des établissements. Et on va retrouver aussi des modules périscolaires, extrascolaires. L'idée étant de proposer à travers l'ENE un service à destination des collégiens, des lycéens, mais pas que, à destination des adolescents, pour qu'ils retrouvent dans ce service l'ensemble de leurs problématiques au quotidien, y compris les transports, le monde associatif, etc. Au sein des services cœurs, on va retrouver une capacité qu'on va appeler un hub d'interconnexion, c'est-à-dire que c'est depuis le service cœur central qu'on va être en mesure de venir agréger, connecter des services qui sont du coup des services pédagogiques de vie scolaire ou autres. Donc on va pouvoir choisir les modules qu'on va venir connecter, que ce soit des modules opérés par Worldline, que ce soit des modules opérés par des partenaires, ou alors par des partenaires de Worldline ou des partenaires de nos clients qui pourraient imposer leurs propres partenaires. Donc voilà, la richesse, ce n'est pas uniquement l'ensemble des modules qu'on fournit, mais c'est ce hub d'interconnexion qui va permettre de brancher un certain nombre de modules externes, y compris non fournis par Worldline. Le tout est encapsulé dans ce qu'on va appeler une bulle de confiance. L'idée, c'est de considérer que l'utilisateur, quand il accède à l'ENE, une fois qu'il s'est authentifié, il entre dans une bulle de confiance dont il ne va plus sortir. Il faut qu'il puisse travailler sereinement, il faut qu'il puisse consommer les services, fournir des données personnelles et qu'il soit confiant dans le fait que tout est sécurisé et que les données ne vont pas être exfiltrées. Donc, quand l'utilisateur va entrer dans cette bulle de confiance, eh ben, il est dans un environnement sécurisé, il navigue sans couture d'un service à un autre, au gré des cas d'usage, sans difficulté et en toute sécurité. Je vous propose maintenant de nous immerger dans cette interface. Alors, je suppose qu'ici, on a des parents d'élèves, on a peut-être des enseignants, on a peut-être des responsables d'établissement. Et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'interface que nous mettons à disposition. Alors tout d'abord ici, alors effectivement c'est une page toute simple d'authentification, mais c'est le portail qui vous permet d'entrer dans la bulle de confiance. Comme l'évoquait Thierry, une fois authentifié, vous rentrez dans un espace sécurisé, vous disposez de l'ensemble de vos services. Il n'y a plus qu'à se préoccuper de vos usages. La sécurité, c'est notre affaire, une fois passé ce portail. Ici, vous avez le dashboard. Alors, on va prendre quelques instants dans la peau d'un élève. Donc, je m'appelle Emma. Et je dispose ici d'un dashboard qui va me permettre d'avoir en un clin d'œil une vue 360 de l'ensemble des informations qui sont intéressantes pour ma journée, pour ma soirée, pour ma semaine. On va les parcourir ensemble un à un. Et on va voir que cette page permet en un clic, maximum 2, d'accéder à l'ensemble des informations. Tout d'abord, on a un espace qui permet de partager de l'information, que ce soit de l'information proposée par la région sur des salons, sur des éléments de formation. C'est également à la main des établissements. Donc, on va pouvoir retrouver un ensemble d'informations pour la vie de l'élève. On peut retrouver également des informations liées à des activités extrascolaires. Un message flash, par exemple, sur une grève de bus, des choses comme ça. Ensuite, si on continue de parcourir ce dashboard, on va voir ici les 3 derniers messages qu'ont reçus l'utilisateur. Ici, en un clin d'œil, il va pouvoir consulter et traiter ces messages et accéder éventuellement à une messagerie donc complète, sécurisée, qui est ouverte. Donc, c'est-à-dire que l'élève va pouvoir faire sa recherche de stage au travers de cette adresse email, par exemple.
Ouverte mais sécurisée, c'est-à-dire qu'elle est régie également par des droits de communication. On va protéger l'établissement également, par exemple, d'un élève qui pourrait, malveillant, vouloir adresser des mails à tout le lycée, etc. Donc on a vraiment une sécurité optimale autour de ça. Ensuite, au centre, on va retrouver les prochains événements. Ici, on va avoir une agrégation à la fois de l'emploi du temps de l'élève. Il va pouvoir consulter dans quelle salle, à quelle heure, avec quel professeur il a cours. Mais on vient agréger également des éléments qu'il aura lui-même créés pour sa vie personnelle ou extrascolaire. Par exemple, ici, on a un cours de guitare en fin de journée qui vient ici s'insérer. Donc, il a vraiment l'agrégation de l'ensemble de ces éléments. Il peut bien sûr ensuite aller consulter son agenda global. Ici, on a vraiment une agrégation complète. Il peut tout à fait envoyer des invitations, en recevoir et les gérer. Ensuite, vous avez ici le carnet de bord. Alors ici, on va retrouver l'ensemble des données de la vie scolaire. Il va pouvoir consulter ses devoirs pour ce soir, pour demain. Il va pouvoir consulter ses dernières notes reçues, mais également l'ensemble des événements de sa vie scolaire, une absence à justifier, un retard, etc. Petit clin d'œil pour le parent. Des parents peuvent avoir 2 enfants, ça arrive. Ici, il va pouvoir, sur son espace, consulter à la fois les événements et les devoirs pour Emma, sa fille, ou pour Tom, son fils. En un clic, il va pouvoir switcher de l'un à l'autre et pouvoir consulter les deux. Ensuite, on a un ensemble de services, donc qui sont toujours insérés dans notre bulle de confiance. Ils sont accessibles ici. Alors, il y a différents services. On peut avoir, par exemple, la redirection vers un site d'information sur l'orientation. On peut également retrouver l'accès à ces données de vie scolaire. Donc ici, l'utilisateur n'a qu'à cliquer pour pouvoir accéder aux détails sans se réauthentifier. Il va pouvoir également avoir accès à l'ensemble de ses ressources numériques. On peut voir également qu'il a accès ici à son Drive. Je vous montre voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, il va pouvoir à la fois éditer des documents en collaboration avec ses binômes, par exemple, pour rendre un devoir sur table. Il va pouvoir également partager vers sa classe. On va retrouver également pour l'enseignant, par exemple, une notion de casier numérique. L'enseignant va pouvoir créer un dossier dans lequel les élèves de sa classe vont pouvoir rendre une production, chacun leur tour, d'une production faite à la maison. L'ensemble de cette application, donc là je vous ai montré l'interface web, donc c'est pratique le soir pour réaliser les devoirs, pour traiter les informations, mais tout est disponible dans une application mobile, disponible sur les stores, avec les gestes classiques et attendus qu'on peut avoir sur une application mobile. L'élève dispose de l'ensemble des informations, qu'il soit assis dans le bus en direction du lycée ou à la maison. On va retrouver vraiment l'ensemble des informations. Vous voyez, même les services seront à disposition ici, la messagerie, l'agenda. Dernière petite fonctionnalité, donc ici, on est plutôt au niveau de la vie du lycée. On propose aujourd'hui un espace administratif, donc à la main d'un administrateur dans le lycée. On va pouvoir proposer un espace de stockage de documents, avec bien sûr l'édition collaborative, le travail collaboratif. Les habilitations sont gérées par cet administrateur et on va pouvoir gérer un ensemble de documents, les partager et faire vivre une base documentaire pour des événements, on va dire, plus administratifs. Donc, on a fait ici un petit tour d'horizon, mais je pense que nos utilisateurs en parleront beaucoup mieux que moi et je vous laisse la parole avec Pascal. Merci Christelle. Oui, tout à fait. Donc je me tourne maintenant vers toi, Pascal, pour justement avoir un retour d'expérience sur justement la mise en place de la solution pour la région Île-de-France, en te posant cette première question. En quoi cette solution a-t-elle contribué au développement numérique de votre région auprès des élèves, des parents et des enseignants ?
Plutôt que développement, c'est vrai que nous, on a quand même une expérience assez longue du numérique éducatif en Île-de-France avec un ENT historique qu'on fait évoluer. Et le principal départ, c'est notre cahier des charges qui nous permettait d'aller vers une solution qu'on a commencé à décrire, mais le ressort, c'est qu'on s'est dit que finalement, on n'a plus tellement besoin d'un all-in-one, un ENT qui fasse tout. On a parlé de pléthore d'applications, mais plutôt d'un ENT qui va permettre la connexion de services tiers adaptés à chaque établissement. C'est-à-dire qu'on se retrouvait finalement dans une ancienne formule que je ne citerai pas, où on a des outils qui sont déployés sur l'ensemble des lycées. Nous, on a 470 lycées en Île-de-France. Donc, c'est des services ouverts qui consomment, alors que par ailleurs, certains lycées ne se servent pas de tous les modules. Donc, on trouve que c'est un petit gâchis quand même numérique. Et donc l'idée, c'était de revenir à quelque chose plutôt de socle. Donc vous l'avez très bien décrit, c'est un socle indispensable. Et puis ensuite, de pouvoir connecter absolument tout ce qui tourne autour de deux choses essentielles. C'est l'identité qui est gérée par cette ENT, et puis les espaces de stockage, la messagerie. Donc ça fait 3. Quand je parle de développement, oui, ça continue à instaurer finalement une pratique pour les lycéens qui est quand même assez proche aussi de la posture qu'ils auront professionnellement dans très peu de temps. Finalement, quand on est au lycée, on va vers les études supérieures et puis ensuite, c'est quand même la vie active. Donc, se dire qu'en seconde, on doit avoir des outils un peu professionnels et pas des outils adaptés à l'éducation comme on peut le voir peut-être au collège ou même dans le premier degré, qui sont des bonnes façons d'entrer dans le numérique. Au lycée, on avait ce besoin de monter en gamme dans la façon d'être vu comme lycéen dans un SI, quoi. Donc une vraie messagerie. Encore une fois, du stockage, mais plutôt en drive, parce que jusqu'à maintenant, enfin dans les marchés précédents, on avait plutôt des espaces de stockage. Là, on a un vrai drive avec sa synchro permanente. Et puis, on en parlera un petit peu plus loin, mais beaucoup plus de sécurité, parce que une des difficultés qu'on a rencontrées, nous, en Île-de-France, avec des élèves qui sont très joueurs, très joueurs, et qui passent leur temps à chercher toutes les failles à la fois sur nos PC individuels, si vous en avez entendu parler, et surtout sur les espaces numériques de travail. On avait besoin de renforcer assez fortement la sécurité. Je te remercie pour ce retour d'expérience. C'est vrai que la sécurité, c'est très important. On en reparlera par la suite. Ce qui m'amène à cette deuxième question. Pourquoi avoir choisi un acteur plutôt industriel plutôt qu'un pure player dans le secteur de l'éducation ? Bon, là, je viens déjà de parler beaucoup de ce sujet, mais oui, en fait, déjà rien que sur la sécurité, pourquoi on a fait le choix de Worldline ? Bon, ça se fait au sein d'une procédure. Hein. Il y avait une autre entité qui avait répondu, qui était aussi un très gros acteur de l'informatique et qui aurait pu effectivement faire le travail. Bon, on le fait aujourd'hui avec Worldline, et puis on a développé depuis 3 ans un produit de toutes pièces, donc on est très content de le faire avec eux. Mais pour dire que de toute façon, on avait visé plutôt des très grosses structures, parce qu'on s'est dit que, alors bien sûr, le cœur du métier au quotidien, c'est une équipe à taille humaine, même chez Worldline. Mais quand on a un sujet majeur de sécurité, une crise civilisée, on va pouvoir s'appuyer sur des forces qui sont dans des grandes entreprises qu'on n'a pas forcément complètement dans des entreprises de taille plus réduite. Et c'était un des défauts, parce que quand on se retrouve, alors une fois avec des ENT en 2020, au moment du Covid, alors tous les ENT qui avaient été historiquement montés par des acteurs de moyenne taille, qui n'ont pas pu subvenir aux besoins immédiats de bandes passantes, qui avaient des infras trop petites, pas scalables, pas extensibles.
on s'est dit, peut-être qu'en Île-de-France, on a réfléchi un petit peu trop juste dans notre façon de me proposer ces services-là à l'échelle de 500 000 élèves, 1 million de parents et donc des enseignants 46 000. Donc voilà, je pense qu'à un moment, on a juste payé pour apprendre. Ça a été très dur. Après, l'année d'après, on s'est pris un hack assez puissant. Et puis les années suivantes, à chaque fois sur des sujets différents. Donc au bout d'un moment, on se dit, bon, faut peut-être passer à la gamme au-dessus. Et c'est ce qu'on a fait au travers de ce marché. Je te remercie. Du coup, ce qui nous amène à la question sur la sécurité. Même si tu en as un peu parlé, comment la solution de Worldline prend-elle en compte les enjeux de sécurité des données et de protection de la vie privée, cruciaux dans le secteur éducatif? Alors là, c'est presque un défaut de Worldline. C'est pas ça que vous vouliez entendre, mais la sécurité est dans toutes les discussions. Tout le temps, avec Worldline, on parle que de sécurité. Donc au bout d'un moment, on leur rappelle quand même qu'il y a des usagers. Mais bon, ça, c'est dans les discussions gentilles et sympathiques qu'on a au quotidien. Donc oui, il y a chez Worldline, by design quand même, beaucoup de produits qui sont développés de cette manière-là, avec un axe de sécurité très fort. Alors bon, nous, on venait d'une période de fragilité, donc on était très contents. Aujourd'hui, on se bat plutôt à l'inverse, à se dire, non, mais attendez, là... il y a quand même des cas d'usage qui existent et on a un dialogue permanent avec Worldline pour effectivement ne pas aller trop loin dans des systèmes qui seraient trop fermés. Parce que moi, et l'équipe, je vois qu'il y a Guy Darol au fond, je l'ai vu tout à l'heure. L'idée, c'est que si jamais un SI est trop fermé, trop bloquant, trop sécurisé, au final, les enseignants qui sont quand même tout seuls dans leur classe avec leurs élèves vont aller sur le côté et utiliser d'autres SI. Donc nous, au final, si on investit dans une plateforme de ce type, c'est pour qu'elle soit utilisée au maximum et qu'elle permette tous les usages au quotidien. Donc il y a ce débat en permanence avec les RSSI alors les nôtres et puis les RSSI de Worldline. Et puis sur la protection de la vie privée, nous on a choisi depuis très très longtemps d'avoir une identité qui est assez forte, qui est celle de monlycée.net. Aujourd'hui, elle nous permet d'adresser un tas d'autres sujets que celui de l'ENT lui-même et de la PSN, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Des infrastructures qui vont être de plus en plus assujetties à cette identité monlycée.net, bien sûr toutes les services numériques autour, les manuels, tout ça est dans un contexte où on va utiliser à chaque fois l'identité de monlycée.net. Donc c'est pour dire à quel point cette identité est à protéger. Et ce matin, j'ai fait une autre conférence pour parler plus de Chromebook et de Chrome OS. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette identité, elle est forgée chez Worldline à partir des annuaires fédérateurs des académies. Et une fois qu'on a récupéré cette donnée, on va nous-mêmes la distribuer aux justes besoins de nos acteurs qui sont quand même indispensables. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi avec Microsoft, avec Azure. Il y a une partie des données, le nom, le prénom de l'élève, pour l'identifier, c'est quand même pratique quand soit il est attaqué lui-même, ou soit il est attaquant, ou s'il a un autre dysfonctionnement, c'est utile d'avoir le nom et le prénom. Donc ça, Worldline nous garantit de fournir le juste besoin, et on le fait avec eux, bien sûr, pour qu'on n'aille pas plus loin en termes de données personnelles. Et ensuite, quand on parle de vie privée, eh bien, toutes les données élèves, et donc on reparle aussi d'un Google ou d'un Microsoft côté Office 365, tout est fait pour qu'aujourd'hui, les élèves, on l'a vu, utilisent une suite logicielle au sein même de la PSN, donc ils peuvent produire des documents qui sont complètement préservés dans les data centers de Worldline, qui sont situés en France. Normalement, en usage nominal, l'élève et les enseignants peuvent travailler entièrement dans la PSN. Nous, on a comme idée en Ile-de-France,
parce qu'on est aussi large d'esprit, c'est qu'on se dit qu'un élève doit être aussi confronté à tous les autres écosystèmes, y compris les GAFAM. C'est une question d'éducation pour nous. C'est-à-dire que d'abord, d'une part, si on ne les confronte pas, on n'aura pas d'action d'éducation sur ce qu'ils font chez eux. C'est-à-dire que quand ils comprennent pas que leur donnée personnelle est importante, c'est parce qu'on l'aura étudié à l'école avec l'exposition d'une plateforme souveraine et puis l'exposition d'une autre plateforme moins souveraine, et dire à quel endroit vous allez ranger ce document où vous avez des données personnelles un petit peu plus sensibles que d'habitude. Bah, vous allez les mettre plutôt dans la PSN, donc dans monlycée.net. Ce document, c'est un document, je sais pas, de test ou je sais pas quoi. Bon, il peut être pris ailleurs. Et ce sujet-là, il est important pour finalement éduquer les citoyens du numérique de demain, quoi. C'est que pour nous, c'est un enjeu majeur. Bon, c'est celui d'éducation nationale en particulier, mais on aide bien à ça parce qu'on pense que c'est pas en interdisant des suites qu'on va éduquer réellement nos élèves. On a vraiment besoin d'exposer tout ce qui existe. Et c'est comme ça qu'ils auront la compréhension de ce monde numérique et qui devient assez complexe à appréhender. Merci beaucoup. Ça m'amène à la dernière question. Comment voyez-vous à la région Île-de-France l'intégration de l'IA dans le domaine éducatif ? Alors nous, on le voit sur trois axes, enfin trois supports. Il y a ce qu'on voit pas dans la PSN. C'est que en gros, nous, ce qu'on a demandé à Worldline, c'est commencer. Enfin, ils nous l'ont proposé aussi. On va pas dire que tout vient de nous, mais dans les infrastructures qui permettent de faire fonctionner tout ça, il y a de l'IA utile. Du genre, nous, on filtre par mots-clés la messagerie et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de faux positifs parce que dans l'éducation nationale, on a aussi besoin de parler de tous les sujets et quand ça passe dans une messagerie, ça peut être vite filtré parce qu'il y a un mot qui va pas correspondre ou qui fait polémique. Or, pour aborder ces sujets, c'est un peu le même sujet précédemment. Pour aborder ces sujets, il faut pouvoir avoir l'occasion de les exposer. Et donc, du coup, on va commencer à regarder avec de l'IA, mais ça sera expliqué un peu plus tard. On l'a déjà fait en test pendant l'été. C'est de remettre le contexte et de délivrer le message si le contexte permet de dire, bon, bah, finalement, c'est un contexte de pédagogie, pourquoi pas, et le prof, il est en train d'envoyer quelque chose à ses élèves. Et c'est légitime. Voilà. Donc, je déflore pas plus les choses. Donc ça, c'était plutôt back-office, que ça se passe plutôt dans nos plateformes. Après, il y a au sein de la PSN, c'est de dire, aujourd'hui, finalement, on a tout un tas de données qui viennent de plein d'environnements. Et qu'est-ce qu'on fait pour aider, assister l'élève? C'est quoi un peu le coach de l'élève en disant... Tiens, dans une semaine, tu as cette évaluation, tu devrais commencer à regarder tel document, c'est là que ça se passe, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est évidemment vrai aussi pour les enseignants. On peut aussi imaginer une interface qui permette d'assister l'enseignant au quotidien. Et puis la troisième partie, c'est plutôt ce qu'on développe nous au travers des ressources tierces. Donc, ce qu'on fait avec nos éditeurs, notamment de manuels scolaires, de ressources, et tous commencent à adopter des outils qui augmentent un petit peu l'usage et qui font appel à de l'intelligence artificielle. Et ça aussi, c'est un vrai sujet pour nous. On pense que s'il est maîtrisé et utile pour aller plus loin dans l'expérimentation pédagogique, ça vient renforcer l'usage et c'est pas forcément une difficulté au quotidien dans les enseignements. Je te remercie Pascal pour ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a donné des éléments précis et concrets sur l'expérience de la mise en place de monlycée.net à la région. Je laisse la main maintenant à Loïc sur la dimension de l'IA. Merci. Donc effectivement, vous m'entendez ? Une belle transition, merci Pascal, sur l'IA et son positionnement dans l'espace numérique éducatif.
Donc, on l'a vu, l'espace numérique éducatif est quand même au cœur de tous les services numériques mis à disposition de l'écosystème éducatif. Et donc, c'est une opportunité unique d'amener aussi avec ces écosystèmes d'agents IA qui sont amenés à exploser, avec beaucoup d'acteurs qui vont développer leur propre agent IA spécialisé sur un domaine très spécifique. Et donc, être au cœur de cet écosystème numérique éducatif, ça va être l'opportunité justement de venir combiner toute cette intelligence d'IA et de venir orchestrer, agir sur tous les services via une IA au cœur de ce service, de la plateforme éducative, et du coup de venir délivrer des IA multi-agents qui vont augmenter, combiner toutes les données dont on a à disposition, combiner toute l'intelligence mise à disposition par des IA spécialisées et venir démultiplier finalement l'impact de ces IA au service des usagers avec une valeur très très forte et évidemment sécurisée, en trouvant le meilleur équilibre possible entre sécurité et fonctionnalité, mais sécurisée au sein de cet environnement souverain et maîtrisé. Donc notre vision des choses, c'est vraiment l'orchestration d'IA, d'agents IA. On ne va pas venir chacun développer des IA concurrentes, etc. Il va y avoir des pure players qui vont faire ça très très bien. Mais l'idée, c'est de réussir à combiner cette intelligence, à sourcer ces IA avec le maximum de données possible, puisqu'on est au cœur de cette plateforme. Donc donner dans ce qu'on appelle des pré-prompts toutes ces données pour que l'IA soit la réponse la plus pertinente possible, la plus contextualisée et la plus impactante, percutante possible. Et après, récupérer aussi les réponses de ces agents-là, consolider le tout et peut-être proposer aussi des actions supplémentaires. Donc des actions supplémentaires redirigées vers tous les ensembles de services numériques qu'on a à disposition, proposer une rédaction d'email, une prise de contact, un rapport, etc. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu en détail sur des use cases beaucoup plus concrets et les cas d'usage qu'on a dans nos feuilles de route. Oui, je vais prendre la main. Donc, je vais vous présenter 2 cas d'usage. Et ici, on va parler d'IA visible de l'utilisateur, visible de l'élève, visible du parent. Le premier cas, on va avoir ici une IA disponible pour l'ensemble des usagers. Donc ici, on l'a représenté sur le téléphone. Et ça va être un compagnon pour l'utilisateur. Il va pouvoir engager une conversation et la conversation va être enrichie des données, des services de l'espace numérique éducatif de l'utilisateur. Par exemple, ici, Emma se pose des questions. Elle a bientôt un exposé de physique. Elle commence à paniquer. Et elle va pouvoir converser avec l'IA. Donc, par exemple, ici, voilà, elle va vraiment demander comment je peux m'organiser, comment on peut s'organiser avec mes binômes, avec les collaborateurs avec qui je dois travailler. Donc ici, l'IA va pouvoir détecter, par exemple, qu'effectivement, elle a un exposé de physique-chimie à rendre vendredi à 8h et que le format attendu est un diaporama, puis un oral de 15 minutes. Donc voilà, donc l'IA va vraiment pouvoir aller puiser dans les informations qui sont à sa disposition pour aller lui donner de l'information et bien lui redonner le détail. Voilà, c'est important de savoir qu'il y a un oral de présentation pour son exposé. Et ensuite, ici, dans cet exemple, elle lui propose un cheminement, un accompagnement. Voilà, elle lui propose par exemple de créer un espace documentaire de travail partagé. Elle va lui proposer de trouver des créneaux de travail en commun avec ses binômes. Elle va lui proposer différentes étapes. Donc Emma, bien sûr, dans la panique, il lui reste que 4 jours pour réaliser son exposé, va lui dire oui, aide-moi, crée ces éléments pour moi. Et donc, cette IA ce compagnon va pouvoir créer de lui-même et agir dans les services. On va voir par exemple ici, elle va créer l'espace de travail. Elle va donner les droits à Lucas, Sarah, Léa, Noah, ses collègues. Et elle va lui créer par exemple une arborescence type. Et ça va accompagner l'élève dans son travail. Et ensuite, j'ai pas mis toutes les étapes, mais voilà. Ensuite, l'IA peut analyser les agendas, trouver le créneau disponible pour l'ensemble des élèves, va pouvoir envoyer un mail pré-rempli que l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer pour envoyer. Donc, on va vraiment venir s'alimenter de toutes les données, mais également utiliser les services. Donc, on va utiliser à la fois de la réservation de créneaux, on va utiliser également les ressources pédagogiques en lui pointant celles qui sont intéressantes, sur son devoir sur les énergies renouvelables. Donc, on va vraiment s'abreuver et utiliser l'ensemble des données des services. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un usage de l'IA, on va dire raisonné. On est ici l'assistant
de l'usager. On n'est pas là pour accomplir à sa place. On est vraiment dans l'accompagnement, la proposition réellement de l'IA raisonnée. Donc ici, c'était vraiment un use case à la demande de l'utilisateur. J'en ai un second qui est plutôt qui va également toujours s'enrichir des données de l'environnement, mais qui va être plutôt dans le mode je te propose des choses. Donc ici, on est lundi matin. Emma reçoit sur son téléphone son brief de la semaine. Donc elle va pouvoir en un clic ici, cliquer sur sa notification et avoir, et on le verra juste après, une vision 360 de l'ensemble de ces informations. Alors, ça va pas être quelque chose à plat. On va pas venir lister juste les informations, mais ça va être une agrégation automatique avec une analyse des données qui va permettre de personnaliser, par exemple, le ton qui est donné au brief, qui va personnaliser au profil en fonction, voilà, si c'est un élève ou un enseignant, on va pas mettre l'accent sur les mêmes choses, et qui va également prioriser les choses urgentes, les choses moins urgentes, les recommandations. Ce brief va permettre également de passer à l'acte. En un clic, on va pouvoir l'accompagner, donc on revient un petit peu dans l'assistant, et proposer des réponses pré-rédigées, des documents autogénérés, etc. Je vous montre ce que ça peut donner. On est toujours Emma. Emma consulte son brief de la semaine. Ici, par exemple, première information, noté urgent, classé urgente, limite d'inscription à Parcoursup. Plus que 2 jours. Elle n'a qu'à cliquer ici sur la tuile et elle est redirigée directement sur le formulaire. Les données sont pré-remplies. On peut avoir également ensuite des informations importantes. Tu as 3 DM cette semaine à rendre. Regarde vite de quoi il s'agit. On va ici la rediriger vers ses devoirs, vers les contenus utiles. Important, solde de cantine. Il te reste un repas. Recharge ici. Donc là, on va vraiment aller se connecter aux outils extrascolaires. Donc on va vraiment pouvoir agréger l'ensemble des informations, des choses importantes, que ce soit pédagogiques, plus personnelles. Perturbation des transports, très important. Attention, problème sur ta ligne de bus 42, bus de remplacement, ajuste ton réveil. Alors ici, quand on clique, ça va pas aller déclencher son réveil, hein. Ça va lui proposer le plan du métro, les nouveaux horaires, etc. Et par exemple, ici, une recommandation. Voilà, on a vu dans les actualités du lycée qu'il y avait une conférence, devenir ingénieur. Emma est en terminale, c'est très intéressant pour elle. Elle a des bonnes notes. Ce serait intéressant qu'elle s'inscrive. Donc voilà, ça c'était le brief de l'élève. J'en ai un pour les parents aussi. Les parents engagés, les parents qui suivent la scolarité de leurs enfants. Donc on va retrouver Madame Martin, la maman d'Emma et Tom. Donc Madame Martin, voilà, c'est important pour elle de savoir. On a un petit message de l'établissement. Journée porte ouverte, c'est intéressant. Elle peut venir voir des conférences. Elle n'a qu'à cliquer pour aller consulter des informations. Ce qui est important aussi pour Madame Martin, c'est qu'on a une réunion d'information sur l'orientation post-bac pour Emma. Ici, Madame Martin, en cliquant sur la deuxième tuile, va ajouter automatiquement à son agenda le rendez-vous. Elle ne l'oubliera pas. Ensuite, Emma était absente la semaine dernière. Madame Martin n'a plus qu'à cliquer ici pour venir déposer le justificatif, qui peut être un certificat médical qu'elle a sous les yeux. Elle n'a qu'à le prendre en photo et il est poussé vers l'outil adéquat. Pour Tom, par exemple, une autorisation à remplir, elle va pouvoir ici répondre par mail. On va lui générer une réponse, on va lui proposer. On va l'accompagner là-dessus. Dernier point, par exemple, des événements. On a une conférence, par exemple, la semaine prochaine, sur le harcèlement à l'école. Alors ça, c'est un sujet qui est important. Et c'est important aussi pour le parent de le savoir. Parce que ça peut susciter des questions. Les enfants sont peut-être pas assez autonomes ou assez aguerris pour poser des questions. Mais au moins, le parent est au courant. Il va pouvoir en discuter avec ses enfants. Donc voilà, ça c'est des cas d'usage. Bien sûr, on pourrait les imaginer à l'infini. Les informations vont dépendre de l'élève, de sa classe, du lycée. Mais ici, en fait, on vient proposer de l'information qui va être vraiment épluchée et triée pour l'utilisateur. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que il va gagner du temps, cet utilisateur, et il n'y aura pas de possibilité d'oubli de choses. On va vraiment l'accompagner au quotidien. Merci Christelle. Alors comme j'ai le mauvais rôle, moi je vais parler de l'IA que l'utilisateur ne voit pas. C'est comme ça.
Alors Pascal en a parlé un peu tout à l'heure. On va parler ici d'une IA qui va intervenir en back-office parce que la messagerie donc, qui est opérée par Worldline, mais souveraine, évidemment, c'est un excellent moyen de communication entre les gens. Malheureusement, c'est aussi un excellent vecteur de prolifération d'actes de malveillance. Alors évidemment, hein, ça, on en voit très régulièrement, que ce soit les mails offensants vers les enseignants, voire jusqu'à des communications d'ordre terroriste. Donc forcément, ça génère beaucoup de... Voilà, ce genre de communication génère beaucoup d'émoi, voire de problématiques, pouvoir aller jusqu'à des fermetures de lycées. Et tout ce qu'on peut faire pour enrayer ça, on va le mettre en place. Alors, tout à l'heure, Pascal a évoqué les moyens assez traditionnels de filtrage par des mots-clés. Donc, on va mettre en place des mots-clés et à chaque fois qu'un mail va arriver, va être distribué, on va vérifier s'il ne faut pas filtrer le mail parce qu'un mot-clé est détecté. Donc ça, c'est un premier niveau, mais ça se révèle très insuffisant parce que, d'une part, on ne détecte pas tout et d'autre part, on détecte beaucoup aussi de faux positifs. Et comme vous imaginez bien qu'il va falloir mener une enquête sur chaque mail pour intervenir sur le contrevenant et mener les actions qui vont bien, plus on a de faux positifs, plus on mène d'actions vaines. Donc, pour pallier cette problématique, l'IA apporte beaucoup de solutions. Alors là, pour le coup, c'est un vrai travail qui est passé par la R&D Worldline, qui consiste à ce que l'IA vienne faire de l'analyse des mails et de manière à identifier indépendamment des mots-clés, mais en complément du mécanisme de filtrage par mots-clés, qui va permettre de vérifier si le mail il est scoré comme dangereux ou pas. Et donc on a fait un pilote avec la région Île-de-France qui s'est révélé très intéressant dans la mesure où il a détecté beaucoup de mails qui n'avaient pas été détectés par le filtrage par mots-clés classique. Et ce qui est vraiment très positif, c'est l'absence de faux positifs. Tous les mails qui ont été remontés sont été effectivement des mails qu'il fallait filtrer. Donc c'est vraiment, on a été ébloui par le résultat. On est sur un outil extrêmement puissant. Et pour endiguer les problématiques de communication sur des actes d'ordre malveillant. Et voilà, donc on est en train de discuter avec la région pour une mise en place de manière plus généralisée. Merci à tous. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Au revoir. Merci.